Bonjour chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la cavité orbitaire. Donc voici le prérequis pour cette leçon, introduction à l'anatomie générale, l'ostéologie du crâne, l'ostéologie de la face. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de définir la cavité orbitaire, d'énumérer les 7 os formant la cavité orbitaire, de citer les os formant le bord infraorbitaire, de décrire la paroi supérieure de la cavité orbitaire, d'énumérer les os constituant la paroi latérale de la cavité orbitaire, de citer les os formant la paroi médiale de la cavité orbitaire et enfin de citer 3 rapports de la cavité orbitaire. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après un chapitre de généralité, nous parlerons successivement de l'anatomie descriptive, les rapports. Avant de conclure, nous traiterons les moyens d'exploration et applications cliniques. Conformément au plan annoncé, abordons la définition dans le premier sous-chapitre de généralité. Les cavités orbitaires, car il y en a 2 ou encore appelées orbites, sont 2 cavités dans lesquelles le bulbe et ses appendices sont logés. Elles sont situées de part et d'autre de la racine du nez et sont creusées entre les os de la face et les os du crâne. Voici une vue antérieure du crâne qui nous montre les 2 cavités orbitaires. Ici, nous avons la cavité orbitaire droite et là, nous avons la cavité orbitaire gauche. Cette définition suscite un intérêt qui va constituer le 2e sous-chapitre des généralités. L'intérêt de l'étude anatomique de la cavité orbitaire est triple. Tout d'abord, il est physiologique. La cavité orbitaire est une structure très importante qui va loger l'œil et les autres structures annexées à l'œil. Elle va se constituer une grotte protectrice qui protège le globe oculaire, les muscles qui s'y insèrent. Ensuite, l'intérêt est anatomique. La cavité orbitaire contient plusieurs structures anatomiques que nous verrons dans le chapitre dédié à cela. Enfin, l'intérêt est pathologique. La cavité orbitaire peut être le siège de fractures du plancher de l'orbite et d'hématomes rétro-orbitaires, entre autres. La prise en charge de ces pathologies nécessite une parfaite connaissance de l'anatomie de la cavité orbitaire. Ces considérations générales vont nous permettre d'aborder le 2e chapitre de la leçon dénommée Anatomie descriptive. Afin de procéder à la description correcte de la cavité orbitaire, nous allons successivement parler de la forme, des dimensions, des bords, des parois, des espaces et le contenu de la cavité orbitaire. Donc, étudions la forme et les dimensions dans le premier sous-chapitre de l'anatomie descriptive dénommé forme et dimensions. Donc, voici une vue antérieure qui nous montre les 2 cavités orbitaires. Ici, nous avons la cavité orbitaire droite et là, nous avons la cavité orbitaire gauche. La cavité orbitaire épouse la forme d'une pyramide quadrangulaire avec un axe qui est oblique en avant et en arrière, c'est-à-dire un axe oblique ventro-dorsalement. Donc voici les dimensions moyennes. La cavité orbitaire a une profondeur de 42 à 50 mm, une largeur de 40 mm et une hauteur de 35 mm. Le contenu, c'est-à-dire le volume, donc le volume de la cavité orbitaire fait 30 ml. Donc à l'intérieur de la cavité orbitaire. Donc nous allons parler des parois de la cavité, des bords de la cavité orbitaire, pardon.
Donc ici, nous avons les deux cavités orbitaires. Nous reconnaissons ici en haut ce qu'on appelle le bord supraorbitaire. Donc ce bord supraorbitaire, comme vous constatez, est essentiellement formé par de l'os frontal. Le bord infraorbitaire, donc à ce niveau, ce bord infraorbitaire est constitué par deux os. Donc ainsi, latéralement, nous avons l'os zygomatique qui va délimiter le bord infraorbitaire latéralement et médialement, nous avons le processus frontal de l'os maxillaire. Vous vous rappelez, ces deux os-là, ce sont les deux os maxillaires qui constituent les os pairs de la face. Donc, c'est le processus-là qui va vers l'os frontal, qui va délimiter médialement le bord infraorbitaire. Donc après le bord infraorbitaire, nous allons parler des parois. La cavité orbitaire est constituée de 4 parois: la paroi supérieure ou le toit, la paroi latérale, la paroi inférieure ou le plancher et la paroi médiane. Donc voici une vue antérieure de la cavité orbitaire éclatée, une vue éclatée de la cavité orbitaire. Donc voici la paroi supérieure. Donc la paroi supérieure est à ce niveau. Donc cette paroi supérieure, comme vous pouvez constater, cela épouse la forme d'un triangle à base antérieure et elle est formée essentiellement par de l'os frontal. Donc voici en vue latérale droite la paroi supérieure qui est constituée essentiellement par de l'os frontal. Nous allons à présent parler de la paroi latérale. Donc voici sur une vue antérieure de la cavité orbitaire, une vue éclatée, nous avons ici la paroi latérale. Donc la paroi latérale en vue antérieure. Cette paroi latérale épouse également la forme d'un triangle isocèle à base antérieure. Elle est formée par de l'os zygomatique que vous voyez ici, la grande aile de l'os sphénoïde et le processus zygomatique de l'os frontal. Donc ce sont ces trois os qui vont constituer la paroi latérale de l'orbite. Il s'agit de l'os zygomatique, de la grande aile de l'os sphénoïde et du processus zygomatique de l'os frontal. Donc ici, nous avons une vue médiale de la paroi latérale qui nous montre les os qui la constituent. Donc nous avons le processus zygomatique de l'os frontal, la grande aile de l'os sphénoïde et l'os zygomatique. Donc les trois os qui vont former la paroi latérale de la cavité orbitaire. Nous allons à présent parler de la paroi inférieure. Donc ici, nous avons la paroi inférieure. Je prends le crayon ici. Là, quand ça marche pas là. Donc ici, nous avons la paroi inférieure. Faudrait-il que ça marche. Ici, nous avons là les limites de la paroi inférieure de la cavité orbitaire. Voilà. Donc, la paroi inférieure de la cavité orbitaire constitue ce qu'on appelle le plancher, donc le plancher de l'orbite. Elle est limitée latéralement par la fissure orbitaire inférieure. Médialement, elle est limitée par la suture qui unit l'os ethmoïde, l'os lacrymal et l'os maxillaire. Donc voici sur une vue, c'est une représentation schématique la paroi inférieure ou encore le plancher.
Donc je cherche le crayon là. Voilà, donc ici. Donc vous voyez ici là la fissure orbitaire inférieure. Donc c'est cette fissure qui va délimiter latéralement la paroi. Là c'est la paroi inférieure. Et la suture que vous voyez là ici là. Donc la suture là. Donc la suture qui met en contact l'os ethmoïde, l'os lacrymal et l'os maxillaire constitue la limite médiane. Donc la limite médiane de la paroi inférieure de la cavité orbitaire. Au sein de cette paroi inférieure, nous avons une gouttière que vous voyez là. On appelle la gouttière du canal infraorbitaire qui s'ouvre plus bas par le foramen infraorbitaire. Donc dans ce canal passe l'artère infraorbitaire plus le nerf infraorbitaire. Donc nous allons parler maintenant de la paroi médiale de la cavité orbitaire. Donc ici nous avons sur la vue antérieure éclaté la paroi médiale que je suis en train de mettre en exergue. Donc ici nous avons la paroi médiale. La paroi médiale épouse la forme d'un quadrilatère. Elle est constituée par la face latérale du corps de l'os sphénoïde, par la lame orbitaire de l'ethmoïde, l'os lacrymal et la partie nasale de l'os frontal. Donc voici les 4 os qui constituent la paroi médiale de la cavité orbitaire. Donc après l'étude des parois, nous allons parler des espaces qui se trouvent au sein de la cavité orbitaire dans le 4e sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Donc voici la liste des espaces qui sont au sein de la cavité orbitaire. Nous avons le canal optique, la fissure orbitaire supérieure, la fissure orbitaire inférieure, le foramen ethmoïdal antérieur, le foramen ethmoïdal postérieur, le canal lacrymo-nasal et le sillon infraorbitaire. Vous voyez, il y en a plusieurs espaces au sein de la cavité orbitaire. Passons en revue chacun de ces espaces en commençant par le canal optique. Donc dans le canal optique, nous allons trouver le nerf optique et l'artère ophtalmique. Donc voici une vue latérale qui nous montre la paroi interne de la cavité orbitaire avec le trajet du canal optique. Donc vous voyez le trajet du canal optique. Voilà. Donc ici nous avons sur la représentation photographique le canal optique. Donc le canal optique il est là. Il va livrer passage à la deuxième paire crânienne, c'est-à-dire le nerf optique, et à l'artère ophtalmique, branche de la carotide interne. Parlons maintenant de la fissure orbitaire supérieure. Donc ici, nous avons une vue antérieure de la cavité orbitaire qui nous montre la fissure orbitaire supérieure. Donc cette fissure orbitaire supérieure permet le passage des nerfs qu'on appelle des nerfs oculomoteurs, c'est-à-dire des nerfs qui vont innerver les muscles qui vont s'insérer sur la couche externe de l'œil appelée la sclère. Ces nerfs sont le nerf oculomoteur, le 3, la 3e paire crânienne, le nerf trochléaire, la 4e paire crânienne, le nerf abducens, la 6e paire crânienne. Nous avons également le nerf ophtalmique, c'est-à-dire 5-1, donc l'une des branches du nerf trijumeau qui va passer également par la fissure orbitaire supérieure avec ses rameaux, c'est-à-dire le nerf lacrymal, le nerf frontal, le nerf nasociliaire. Il y a également la veine ophtalmique supérieure qui passe par cette fissure orbitaire supérieure. Donc voici sur la représentation photographique la fissure orbitaire supérieure. Donc cette fissure orbitaire supérieure va faire communiquer la fosse crânienne moyenne avec la cavité orbitaire. Donc du coup, les éléments vont quitter cette cavité, cette fosse crânienne moyenne pour arriver dans la cavité orbitaire.
Donc nous allons parler de la fissure orbitaire inférieure, après l'étude de la fissure orbitaire supérieure. Donc ceci, sur la vue antérieure, nous avons la fissure orbitaire inférieure. La fissure orbitaire inférieure livre passage au nerf infraorbitaire, c'est-à-dire venant du 5-2, du nerf maxillaire, au nerf zygomatique qui vient également du 5-2, aux rameaux orbitaires venant également du 5D, à l'artère infraorbitaire, à la veine ophtalmique inférieure et au nerf maxillaire, c'est-à-dire la deuxième branche du nerf trigéminal. Donc ici, sur la représentation photographique, nous avons la fissure orbitaire inférieure. Maintenant, nous allons parler des foramens ethmoïdaux antérieurs et postérieurs. Donc sur la représentation photographique en vue antérieure, nous avons juste là, nous avons ici le canal optique. Juste au-dessus, nous avons deux foramen. Donc nous avons deux foramen. Ici, c'est le foramen ethmoïdal postérieur. Et là, nous avons le foramen ethmoïdal antérieur. Donc sur la vue latérale, donc plutôt sur la vue médiale, donc nous avons ces deux foramen là. Ici en avant, nous avons le foramen ethmoïdal antérieur et en arrière, nous avons le foramen ethmoïdal postérieur. Ces foramen ethmoïdaux antérieurs et postérieurs vont livrer passage au pédicule ethmoïdal, donc au pédicule ethmoïdal antérieur et au pédicule ethmoïdal postérieur, c'est-à-dire l'artère, la veine et le nerf ethmoïdaux. Donc voici sur la vue antérieure en représentation schématique simplifiée, le foramen ethmoïdal postérieur et le foramen ethmoïdal antérieur. Parlons à présent du canal infraorbitaire. Donc le canal infraorbitaire, nous le voyons là sur la vue antérieure au niveau du plancher de l'orbite. Voilà. Donc ce canal infraorbitaire va permettre le passage au nerf infraorbitaire venant du 5D et à l'artère infraorbitaire. Donc, il va sortir ici en bas de la cavité orbitaire par le foramen infraorbitaire. Donc voici sur la représentation photographique le canal infraorbitaire et son orifice de sortie qui est le foramen infraorbitaire. Donc après nous avons le foramen supraorbitaire, c'est-à-dire ce foramen est situé au niveau du bord supraorbitaire. Donc ce foramen supraorbitaire livre passage au nerf supraorbitaire, plus précisément au rameau latéral et à l'artère supraorbitaire. Donc juste à côté, nous avons une incisure au niveau du bord supérieur qui est l'incisure frontale. Donc vous voyez là, le bord supérieur il est là, juste à côté du foramen supraorbitaire, nous avons l'incisure frontale. L'incisure frontale va livrer passage au rameau médial du nerf supraorbitaire et à l'artère supratrochléaire. Donc ici, nous avons un foramen qui est le foramen zygomatico-orbitaire, là au niveau de la paroi latérale de l'orbite. Le foramen zygomatico-orbitaire va livrer passage au nerf zygomatique venant du nerf maxillaire. Ensuite, nous avons les canaux, donc le canal lacrymo-nasal ou encore le conduit lacrymo-nasal. Donc le conduit lacrymo-nasal, il va avoir son trajet comme ça, au sein de l'os lacrymal avec sa sortie au niveau de la cavité au niveau de la cavité nasale.
Donc parlons à présent du contenu de la cavité orbitaire. Il y a plusieurs éléments qui sont logés dans la cavité orbitaire. Nous avons le globe oculaire, le nerf optique, les muscles oculomoteurs, les nerfs oculomoteurs, l'artère ophtalmique, branche de l'artère carotide interne, la veine ophtalmique, la graisse qui se trouve autour de l'œil, donc la graisse orbitaire, ainsi que les glandes lacrymales. Donc ici nous avons le principal contenu de l'orbite qui est l'œil. En termes anatomiques appropriés, on parle du bulbe oculaire. Donc c'est le bulbe oculaire qui est le principal contenu de la cavité orbitaire. Donc en plus du bulbe oculaire, nous avons le nerf, donc le nerf qui émerge au niveau du pôle postérieur de l'œil. La deuxième paire crânienne, le nerf optique, qui transite également par la cavité orbitaire. Donc, nous avons vu que le bulbe oculaire, c'est-à-dire l'œil, il va permettre l'insertion de plusieurs muscles. Donc, ces muscles-là sont également logés dans la cavité orbitaire. Donc, il s'agit du droit supérieur, du droit inférieur, du muscle droit latéral, du muscle droit médial, ainsi que du muscle oblique supérieur et du muscle oblique inférieur. Donc, les 6 muscles oculomoteurs se trouvent également dans la cavité orbitaire. Ils vont s'insérer sur la tunique fibreuse de l'œil appelée la sclère ou la sclérotique. Donc voici sur une vie latérale certains éléments contenus dans la cavité orbitaire. Donc nous avons l'œil ici, nous avons une glande lacrymale ici, nous avons des rameaux des nerfs, donc notamment ici nous avons le trijumeau qui va donner sa première branche qui est le nerf ophtalmique, donc qui va passer dans la cavité orbitaire. Nous avons également certains nerfs oculomoteurs avec les muscles que nous avons cités précédemment, les muscles oculomoteurs. Donc voici là en vue isolée les muscles oculomoteurs, donc le droit latéral, le droit supérieur, le droit médial. Et là, nous avons le droit inférieur qui se trouve dans la cavité orbitaire. Voilà, donc un autre élément de contenu dans la cavité orbitaire est l'artère ophtalmique. Donc vous voyez, l'artère ophtalmique, c'est une branche collatérale de l'artère carotide interne. Donc là, c'est ce que vous voyez là, c'est l'artère carotide interne qui naît de l'artère carotide commune. Il va passer dans la boîte crânienne et une fois arrivé au niveau de la loge latérocélaire, l'artère carotide interne va donner entre autres l'artère ophtalmique qui se dirige vers la cavité orbitaire. Cette artère va passer par le canal optique, souvenez-vous bien. Donc, quels sont les rapports de la cavité orbitaire? Donc, les rapports de la cavité orbitaire, nous allons les étudier dans la troisième partie de cette leçon dénommée les rapports. La cavité orbitaire contracte des rapports qu'on appelle des rapports crâniens, c'est-à-dire des éléments qui sont situés au-dessus de la cavité orbitaire. Il y a également un groupe de rapports qui constituent les rapports médiaux et enfin nous avons les rapports caudaux, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent en bas de la cavité orbitaire. Donc ici nous avons une coupe frontale qui passe à la hauteur du toit des orbites. Ici, nous avons les deux cavités orbitaires. Donc, les deux cavités orbitaires, ici, la cavité orbitaire droite, là. Et là, nous avons la cavité orbitaire gauche. Quels sont les éléments qui se trouvent au-dessus de ces cavités orbitaires? Bien évidemment, vous voyez ici, en haut, nous sommes dans la fosse crânienne antérieure.
Donc les rapports supérieurs ou crâniaux vont se faire avec les deux lobes frontaux. Normalement, vous avez ici là, si on complète le schéma là, donc nous sommes, ça c'est la calvaria, et là donc nous avons ici un élément, un type de ménage qu'on appelle la faute du cerveau qui va s'insérer sur le processus de la cristagallie. Et là, de part et d'autre, nous avons ici le lobe, le lobe frontal, donc qui est là. Donc vous voyez, donc le lobe frontal, il va constituer vraiment le rapport supérieur important. Et là, de l'autre côté, nous avons le lobe frontal gauche, donc qui constitue, donc les deux lobes frontaux constituent principalement les rapports crâniaux des cavités orbitaires. N'oubliez pas, juste au-dessus, vous avez ici une cavité. On a vu qu'au sein de certains os du crâne et de la face, il y a des cavités qu'on appelle des sinus. Donc cette cavité-là est creusée au sein de l'os frontal, c'est le sinus frontal. Donc le sinus frontal va constituer également un rapport supérieur au crânial des cavités orbitaires. Donc les rapports, maintenant, donc les rapports médiaux. Quels sont les éléments qui sont situés médialement par rapport à la cavité orbitaire? Donc ici, nous avons les deux cavités orbitaires, là. Donc voici les deux cavités orbitaires, la cavité orbitaire gauche. Donc médialement, nous avons ce qu'on appelle les demi-cellules ethmoïdales. Donc vous voyez ici les demi-cellules ethmoïdales qui réalisent une lame papyracée, et ces lames papyracées mesurent environ 0,3 mm. Donc ce sont ces deux cellules ethmoïdales qui vont constituer les rapports médiaux des deux cavités orbitaires. En bas, nous avons un rapport caudal très important que je vais souligner. Il s'agit de cette cavité-là qui est creusée au sein des deux os maxillaires. Vous vous rappelez, quand on a fait l'ossologie de la face, on a dit qu'il y avait des cavités au sein des deux os maxillaires. Donc vous voyez en bas, donc ces deux cavités-là. Donc ces cavités qui sont creusées au sein des os, on les appelle les sinus. Donc ça, ce sont les deux sinus maxillaires. Donc les deux sinus maxillaires vont constituer les rapports caudaux des cavités orbitaires. Remarquez au passage au niveau du plancher là, donc au niveau du plancher, donc le plancher qui est là, la paroi inférieure, c'est vraiment une paroi qui est très mince, qui fait 0,5 mm. Donc ce qui explique facilement en cas de sinusite, c'est-à-dire en cas d'infection de ces cavités aériques là au sein des os, donc on peut avoir un édème qui peut se former autour des deux yeux, quoi. Donc ceci s'explique par ces rapports là. Voilà, donc nous avons déjà parlé des rapports caudaux, hein, on va reprendre. Donc voici, donc les rapports caudaux se font avec les sinus maxillaires, donc les sinus maxillaires, avec comme notion importante à retenir que le plancher de l'orbite est très fin, est constitué par de l'os très fin. Voilà, donc ce qui explique les fractures à ce niveau-là. Donc vous voyez là l'os qui sépare les deux cavités. Cavité orbitaire en haut et sinus maxillaire en bas. Donc c'est de l'os très fin qui peut se fracturer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une solution de continuité à ce niveau, et aussi les tumeurs et puis les inflammations peuvent se propager facilement de ces sinus-là vers les cavités orbitaires et vice-versa. Donc maintenant, dans l'anatomie des cavités orbitaires reconnues, nous pouvons aborder dans le 4e chapitre de la leçon les moyens d'exploration et application, tout en commençant par les moyens d'exploration. Donc voici ce que nous avons comme moyens d'exploration de la cavité orbitaire. Ce sont les moyens d'observation et
directe de l'anatomie que nous avons vu dans la première leçon. Donc, il s'agit de l'inspection, de la palpation des rebords orbitaires, de l'étude de l'oculomotricité, c'est-à-dire le bilan orthoptique, éventuellement complété par les tests de Lancaster, en plus de l'étude du champ visuel permettant l'évaluation du nerf optique. Voilà, donc voici la technique de palpation des rebords orbitaires. Vous vous placez derrière le patient et avec l'index, vous palpez les rebords orbitaires. Donc vous pouvez savoir par cela s'il y a un problème genre de douleur ou d'instabilité au niveau des bords infraorbitaires. Donc il y a ensuite ce qu'on appelle l'étude de l'oculomotricité ou le test de Lancaster. Donc c'est une petite vidéo qui ne va pas pouvoir fonctionner parce que je suis en train de faire un enregistrement. Donc ça, c'est un test qui va permettre de voir aussi l'oculomotricité, c'est-à-dire les mouvements des globes oculaires grâce au mouvement des muscles, aussi muscles qui s'insèrent sur la tunique fibreuse de l'œil. Donc, il y a ensuite aussi l'étude du champ visuel qui permet l'évaluation du nerf optique. Donc, ça, c'est une vidéo aussi. Comme je ne suis pas connecté, on ne va pas pouvoir la jouer. Donc, maintenant, ce sont des moyens d'observation, donc des moyens d'observation directs qui ne sont pas tout le temps très efficaces. C'est la raison pour laquelle on demande des examens complémentaires. Donc, je vous ai dit dans la première leçon que ces examens complémentaires en anatomie constituent ce qu'on appelle les moyens d'observation indirects. Parmi ces moyens d'observation indirects, nous avons les scanners. Voilà, donc le scanner ou la tomodensitométrie. Donc voici une coupe frontale d'un examen qu'on appelle la tomodensitométrie ou le scanner. Donc vous voyez ici les deux cavités orbitaires. Là, ici c'est la cavité orbitaire droite et là vous avez la cavité orbitaire gauche. Donc le rapport supérieur, nous sommes dans la fosse crânienne antérieure, où se trouvent les deux lobes frontaux du cerveau. Donc vous voyez que c'est un examen très intéressant qui nous montre les différents rapports. Vous voyez ici médialement, vous voyez les demi-cellules ethmoïdales, donc les demi-cellules ethmoïdales qui sont vraiment des lames papyracées, quoi. Vous voyez là, donc c'est de l'os très fin. Et en bas, vous voyez le rapport caudal inférieur qui est le sinus maxillaire là, donc juste en bas. Remarquez au passage là, au niveau du plancher, vous voyez que la séparation entre la cavité orbitaire et le sinus orbitaire se fait par un os qui est très très fin. Donc ce qui explique les fractures à ce niveau. Donc voici aussi un autre cliché scanographique dans la coupe frontale. Donc vous avez les deux cavités orbitaires à ce niveau. Donc vous avez les demi-cellules ethmoïdales, vous avez les sinus là, le sinus maxillaire droit, le sinus maxillaire gauche. Et là vous avez la cavité buccale ou orale. Donc il y a un autre examen très performant, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'imagerie par résonance magnétique, à la différence du scanner, permet une étude plus fine du contenu de la cavité orbitaire. Donc si vous avez l'œil dans le bulbe oculaire, vous avez des graisses tout autour avec les muscles là, que vous pouvez imaginer là. Donc vraiment surtout ces rapports aussi sont mieux étudiés par cet examen là, par l'imagerie par résonance magnétique. Donc vous voyez ici en haut, vous voyez le cerveau là. Notamment vous avez le lobe frontaux ici. Donc en bas vous voyez le rapport caudal qui est le sinus maxillaire. Donc sur cette vue également, on voit le rapport supérieur qui s'est fait avec les lobes frontaux là. Et ici nous voyons le cornet nasal inférieur. Donc ces différents moyens d'examen permettent de poser la plupart des diagnostics de la cavité orbitaire.
orbitaire. Donc nous allons parler de certaines de ces pathologies-là dans ce chapitre dénommé application clinique. Parmi ces pathologies, nous avons la fracture du plancher de l'orbite. Ici, vous voyez la fracture du plancher de l'orbite. Quand vous recevez un malade aux urgences qui, après un accident, si le malade saigne par le nez, on appelle ça épistaxis. Donc, il faudrait penser à la fracture du plancher de l'orbite. Donc, c'est un signe qui doit vous faire penser à la fracture du plancher de l'orbite. En plus de l'épistaxis, c'est-à-dire le saignement du nez, le malade va présenter une vision double, ici, là. Donc, le monsieur ne porte qu'une seule montre, mais le malade voit deux montres. Donc, ce qu'on appelle la vision double ou la diplopie, en termes médicaux. Donc, vous demandez, après l'examen clinique, vous demandez ce qu'on appelle le scanner. Quand vous demandez le scanner, vous voyez là, nous sommes au niveau du plancher de la cavité orbitaire. Et vous voyez qu'il y a une discontinuité au sein de ce plancher-là. C'est ce qu'on appelle la fracture de l'orbite. Un autre élément quand même très important sur le scanner, c'est la présence de sang dans la cavité qui se trouve en bas, qui est le sinus maxillaire. Donc on appelle ça un hémosinus en bas de l'orbite. Quand vous voyez ça, la discontinuité au niveau du plancher de la cavité orbitaire, plus du sang dans le sinus maxillaire, vous avez le diagnostic de la fracture du plancher de l'orbite. En résumé, les cavités orbitaires sont deux cavités dans lesquelles l'œil et ses appendices sont logés. La cavité orbitaire est formée par le prolongement ou les parties de cette os qui sont l'os frontal, l'os zygomatique, l'os maxillaire, l'os sphénoïde, c'est-à-dire le corps, la petite aile et la grande aile de cet os-là, l'os palatin, l'os ethmoïde et l'os lacrymal. Le bord infraorbitaire est formé par l'os zygomatique latéralement et par le processus frontal de l'os maxillaire médialement. La paroi latérale de la cavité orbitaire est formée par la grande aile de l'os sphénoïde, l'os zygomatique et le processus zygomatique de l'os frontal. La face latérale du corps du sphénoïde, la lame orbitaire de l'ethmoïde, l'os lacrymal et la partie nasale de l'os frontal forment la paroi médiale de la cavité orbitaire. Le principal contenu de l'orbite est le bulbe oculaire. La cavité orbitaire est en rapport avec les cellules ethmoïdales, le sinus maxillaire en bas qui constitue son plancher et la fosse crânienne moyenne en haut. En conclusion, l'anatomie de la cavité orbitaire constitue un prérequis indispensable pour la compréhension de la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes, des pathologies de la cavité orbitaire et des pathologies. Elle constitue également un préalable pour le diagnostic correct, l'interprétation des examens morphologiques portant sur la cavité orbitaire et également pour la réalisation des interventions chirurgicales. Donc je vous remercie, on se dit à très bientôt pour une